Bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Nous rencontrons aujourd'hui Patrick Delarive, un serial entrepreneur que beaucoup de personnes connaissent. Il nous parle de sa vision d'être un entrepreneur, mais également de son évolution en tant qu'entrepreneur. Une vision très intéressante. Bonne écoute à toutes et tous. Patrick, le Patrick Delarive, entrepreneur à 55 ans 60. Ah, 60. 60 et demi. Ah, tu fais pas déjà. Non, deux fois grand-père. Ah, waouh, félicitations. Ça va avec, ouais. Ah, c'est okay. les nouvelles étapes. Bon, pas pour tout le monde, mais c'est... Les nouvelles étapes de la vie, ouais. Est-ce que le Patrick Delarive, entrepreneur à 60 ans, il est vraiment très différent du Patrick Delarive, entrepreneur à 50 piges ou à 40 ans? Et qu'est-ce qui a changé en fait avec l'âge? Énorme, il y a quand même des avantages de vieillir. J'imagine. Il y a quand même des avantages de vieillir. Quand on commence sa carrière, il faut d'abord savoir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on rentre dans la vallée de la mort. Hein? On a une idée, on a des idées, on doit les mettre en œuvre. Ouais. Et puis, dans le but d'arriver à un objectif, c'est-à-dire de concrétiser une vision basée elle-même sur des valeurs et sur un projet. Alors, cette vallée de la mort, c'est quoi? C'est la recherche systématique des fonds, c'est la recherche systématique des gens pour mettre en œuvre, et puis c'est le cash flow. Le problème de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur, il n'a jamais de cash. Il a plein d'idées et une capacité à délivrer qui est absolument phénoménale, mais il court toujours derrière le cash. Il se rend compte ça au début de sa carrière? Non, il ne sait pas, sinon il n'irait pas. Mais c'est comme quand tu vas avoir des enfants, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des enfants. C'est comme quand tu prends un chien ou deux chiens, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir deux chiens, mais après c'est bon. Et puis il y a tout un tas de côtés positifs. Donc il y a quelque chose d'assez injuste, je dis toujours, c'est que l'entrepreneur, il a plein d'idées, il a une capacité à délivrer, une force de travail, et puis un enthousiasme souvent communicatif qui va lui permettre d'avoir des collaborateurs autour de lui qui vont s'engager pour le projet comme si c'était leur propre boîte, mais il n'y a jamais de cash. À contrario, les grandes boîtes, elles ont tout le cash du monde, elles ont tous les collaborateurs du monde, parce qu'ils s'y prennent un directeur marketing et qu'ils l'enlèvent, il y en a 10 derrière qui veulent monter. Mais simplement, il n'y a jamais rien qui se réalise. C'est dû à quoi ça? C'est dû au fait que quand on est une grande boîte, on est dans certaines zones de confort qui nous empêche d'exploiter notre potentiel. Ouais, les grands groupes ne sont pas capables d'innover. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, dont nous dans certains cas, développons des business en connaissant déjà, en sachant déjà ou en imaginant déjà qui pourrait nous racheter un jour. Oui. Les grands groupes ne sont pas capables d'innover. Ouais. La machine est trop lourde. Tu peux pas, t'as pas cette agilité qu'a l'entrepreneur. T'as pas l'entrepreneur, il va gagner parce qu'il est capable de s'adapter aux circonstances overnight, il est capable de faire des pivots en prenant des décisions parce qu'il n'a pas le choix aussi, sans passer par des équipes, sans passer par des etc. Et l'entrepreneur n'a jamais d'argent. Ouais. Il n'a jamais d'argent, et parce qu'il n'a jamais d'argent, parce qu'il est tight en argent, il trouve des solutions pour les faire à des conditions qui sont bien meilleures. Je sais pas, tu peux imaginer d'aménager des bureaux d'aménager une usine comme on a fait récemment dans une de nos sociétés, qui est dans le cannabis. Le coût d'installation de l'usine je sais pas combien on avait 10 000 m² ou 8 000 m² de production indoor. Le coût d'installation de l'usine a été de quelques centaines de milliers de francs contre quelques millions si ça avait été un grand groupe qui le faisait. Les turbines de ventilation, les premières qu'on a faites, on a acheté des aspirateurs à 120 balles, on a inversé les moteurs pour aspirer l'air à l'extérieur. Donc ça veut dire que quand tu es dans le besoin financier, en tout cas quand tu n'es pas dans l'aisance financière, quand tu es jeune entrepreneur, parce que ça pousse la créativité. C'est meilleur. Dans un de nos projets récemment, on devait lever 5 millions. Ouais. J'ai pitché, même pas pitché, j'ai présenté à mon réseau, à des investisseurs qui jouent autour de moi le projet. Je me suis retrouvé en quelques semaines à 12 millions. Mes équipes étaient hyper contentes. J'ai dit, les gars, on ne va pas prendre 12 millions, on va en prendre 8. Parce que 8, on va réussir à faire un peu plus, un peu plus vite. Mais 12, on aura juste trop d'argent. Ouais. Et si on prend trop d'argent, on va commencer à rajouter du gras dans les équipes. On va commencer à faire les trajets en bagnole et plus en train. Des toutes petites choses, mais ça change le mindset.
Ouais, c'est intéressant. Toi, comme je te perçois, parce qu'on se connaît vraiment pas beaucoup, mais j'ai vraiment cette sensation, cette impression que tu es un homme de valeurs. C'est que tes valeurs ont toujours dicté tes décisions dans ta vie. C'est la perception que j'ai. Et la question que j'avais, c'était est-ce qu'un entrepreneur qui a le privilège d'écouter ses valeurs, c'est quelqu'un qui a déjà réussi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la notion de réussir, elle est très subjective. Subjective, est-ce qu'on réussit sa vie ou est-ce qu'on réussit dans la vie? Ça, c'est des choses différentes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 45 ans, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 45 ans, c'était le statutaire qui comptait et réussir dans la vie qui était important. Aujourd'hui, c'est l'exemplarité et plus le statutaire et c'est de réussir sa vie. Ce qui crée du reste tout un tas de problèmes dans l'économie parce que les gens ne veulent plus faire n'importe quel travail à n'importe quelle condition. On demande une forme de respect. Alors tu parlais de valeurs, oui, il y a des valeurs essentielles qui me portent ou qui portent mes projets. Je ne sais pas, vous c'est peut-être la poule ou l'œuf, mais c'est le travail, c'est l'honnêteté. Et puis, c'est la modestie. Les quelques fois où, parce que j'ai réussi un projet extraordinaire en termes de création de valeur, en termes qui m'a donné beaucoup de visibilité, etc., tu as les ailes qui te poussent et tu deviens un peu con. Et c'est là où ta garde baisse et c'est là où le danger, et c'est là où les problèmes arrivent. Donc très pied sur terre, on ne se prend pas du tout au sérieux. Ouais. Moi, le quotidien, qui est probablement le cas pour plein d'entrepreneurs, le quotidien m'emmerde parce que justement, c'est que de la gestion d'emmerdes. Du matin au soir, tu gères des emmerdes. Alors, tu es payé pour gérer des emmerdes et généralement, tu es payé en fonction de la taille des emmerdes. Donc, tu gagnes ta vie en gérant des emmerdes, mais la seule chose qui m'intéresse sur ce parcours de vie, ce sont les rencontres. À la fin de la journée, c'est ce qui compte. C'est pas ce que tu as sur ton compte en banque, c'est pas le nombre d'articles que tu as eu dans la presse. Ce qui compte, c'est les gens que tu as rencontrés. Et quand tu rencontres des gens, moi j'ai une manière de faire, elle est consciente aujourd'hui, elle a été inconsciente par le passé, mais c'est ça qui m'a porté, qui m'a amené où je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a aussi coûté. Mais c'est que les rencontres m'intéressent. Ouais. Quand je rencontre quelqu'un, je rentre dans l'univers de l'autre, toujours avec un petit espoir de dire peut-être qu'un centre d'intérêt de quelqu'un que je vais rencontrer pourrait peut-être devenir une passion pour moi. Ouais. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu rencontres peut-être tu rentres chez quelqu'un, tu crées un lien particulier, tu t'intéresses à la personne, tu vas découvrir sa passion pour la littérature chinoise. Et ça peut être chez toi un déclic qui te fait tout plaquer ici et partir vivre en Chine. Ouais. J'ai eu des rencontres comme ça qui m'ont amené, et je vais dire, tout ce que j'ai entrepris, tout est lié à des rencontres. Et il y a des rencontres où il y a une approche qui est positive. Alors, je rentre dans l'univers des gens, je m'intéresse à eux. Je parle pas de moi. Là, oui, là, je parle de moi parce que... Oui, mais c'est un peu le but. Parce que c'est un peu le but. Mais dans mes rencontres, je m'intéresse aux gens. Je dis pas que je parle pas, je parle beaucoup. On me dit même parfois que je parle trop, mais et je m'en rends compte moi-même parfois. Donc ça, c'est pire. Donc, mais je rentre dans l'univers des gens, je m'intéresse aux gens. Ouais. Et puis, fondamentalement, j'ai comme mission sur Terre, avec toute la modestie qui me caractérise, d'élever les gens que je rencontre. Je veux que quand j'ai passé un moment avec quelqu'un, il part avec un take home value, qui ramène quelque chose chez lui, et puis que ce quelque chose qu'il a ramené, il le partage avec le plus grand nombre. Alors ça va être une citation que je vais... La citation que j'ai imaginée, je me l'attribue vraiment, je vais la partager avec toi, tu vas dire tiens, je l'ai jamais entendu, ça me parle, et puis tu vas aller en parler. La mission que j'aimerais te faire, c'est de dire je te transmets cette citation, parce que la citation c'est quelque chose qui est assez représentatif. Quand je sais pas quoi dire à quelqu'un, quand je réalise au bout d'une discussion que j'ai pas vraiment réussi à élever la personne parce qu'on était dans la gestion d'un problème, etc., je vais juste lui dropper une citation qui va être un peu comme
qui va être un peu comme une pomme qui tombe d'un arbre, qui pourrit, et puis le vent qui va emmener les graines ailleurs et faire pousser un pommier ailleurs. Donc moi D'où la passion d'écriture aussi, de partager les choses ou les rencontres que tu as pu avoir, etc., à travers des anecdotes. C'est tout. Rien n'arrive juste comme ça. Tout arrive toujours. Moi, je suis assez philosophique. J'ai ce côté très philosophique. On est, pour moi, être les pieds sur terre. Je pense qu'à 60 ans, finalement, après des années de travail sur moi-même et ce recul de l'âge, je dis que je peux avoir les pieds sur terre. Alors, les pieds sur terre, c'est quoi? C'est que t'es là sur la table. J'espère que la caméra la voit. T'es là sur la table, t'as les pieds sur terre. Ici, t'as le soleil, t'as la lumière, t'as l'énergie, t'as le divin. Et ici, comme tout est à l'opposé, le yin, le yang, le blanc, le noir, le jour, la nuit, etc. Ici, t'as la lumière, et puis ici, en dessous, t'as la partie sombre. Et autant t'as tout le spirituel et toute l'énergie du ciel, on va dire, qui est ici, autant en dessous, t'as la noirceur. T'as les cadavres, t'as des bestioles bizarres, t'as des serpents, t'as des terriers, mais t'as aussi de l'or, des diamants, des métaux rares, etc. Donc tout au long de ma vie, là, ça c'est un peu typique comme moi, je m'en parle dans tous les sens là, mais tout au long de ma vie, j'ai navigué un peu. J'ai pas navigué. J'ai été très longtemps, et je reviens à la question que tu m'as posée. Est-ce que je suis le même à 30 ans qu'à 60 ? Non. Dans la première partie de ma vie, j'étais dans la partie sombre. J'avais des blessures j'avais des blessures de vie qui devaient se régler, qui se réglaient par un moteur très puissant que j'avais. C'était le pouvoir, l'argent, la reconnaissance. Et tout ça était assez lié, en fait. Donc j'étais dans cette partie sombre. Dans la partie sombre, il y a des hommes d'affaires qu'on connaît tous, ou des politiciens comme Trump. Lui est dans la partie sombre, très clairement. Très, très clairement dans la partie sombre. Il n'y a pas de côté spirituel chez ces gens-là. Et ça a été un déclic ou c'est fait progressivement ? Non, mais c'est à force de travail. Pour moi, la vie et ses épreuves. Je fais attention, épreuves, échecs, parce que ça, on peut en parler après. Mais la vie et ses épreuves... si tu n'apprends pas de ces épreuves, la vie, elle te les ramène jusqu'au moment donné où tu as compris, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très attentif, non seulement aux gens que je rencontre, mais très attentif à la signification de ces épreuves. Rien n'arrive jamais par hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. Pour moi, la vie est un parcours initiatique. Donc, j'ai l'impression... Ça, il faudrait demander à mon auteur, mais je pense que c'est le cas. J'ai l'impression que je m'améliore au fil du temps. Je deviens plus fin, je m'énerve, je prends de la distance face aux événements. Voilà. Mais j'étais dans cette partie sombre. Et à force, et dans cette partie sombre, tu t'enfonces. Tu brilles pas, tu rayonnes pas. Il n'y a pas de lumière en toi. Il y a de l'argent sur ton compte, et il y a des affaires, et puis il y a des articles dans la presse. Mais tout ça, tu remplis un vide sans fond à l'intérieur de toi avec tout ce matériel, en fait. Tu es très proche de la nature, toi. Ouais, je le suis de plus en plus dans ce côté spirituel. Mais ça t'aide. La nature, est-ce qu'elle t'aide aussi à garder... Non, je peux pas dire que je suis très proche de la nature. Tu aimes la nature, c'est ça que je veux dire en tout cas. Non, mais j'aime la nature, j'aime le spirituel, j'aime les gens, j'aime observer tous les signes que la vie t'envoie. Moi je suis pas un B2B, pas un B2C, je suis un age to age, je suis human to human, vraiment. Mais qu'est-ce que tu dis à tous ces gens ? Parce que tu dis, en fait, la notion d'échec, il y a différentes perceptions de l'avoir, et puis je pense que la manière dont on interprète l'échec va énormément nous aider à passer à l'encontre ou pas. Mais il y a quand même des fois des phases dans la vie où tu as quand même merde sur merde. Tu vois, je veux dire, comment tu fais pour gérer ça ? Attention à l'échec, tu es dans ta voiture. C'est ta voiture d'ailleurs ? Oui. Tu es dans cette marque de voiture qui va vite. Tu es dans cette voiture. Tu es sur une ligne droite. Tu rentres dans cette ligne droite trop rapidement. Tu as fait une erreur. Donc tu as payé ton erreur. Tu rentres dans cette ligne droite très rapidement. La voiture va commencer à déraper.
surviré, sous-viré, j'ai jamais compris ce truc-là, mais elle va commencer à déraper. Là, tu te retrouves en situation de crise. Tu vas contre-braquer, tu es dans l'épreuve. Tu essayes de corriger le tir. Et si tout ça marche pas, c'est que ton erreur était trop importante, ta situation de crise va se transformer en épreuve, l'épreuve va se transformer en échec. Et l'échec, c'est quoi? C'est la voiture qui sort de la route, et puis qui s'écrase, et potentiellement, c'est la mort. Et l'échec, c'est la mort. C'est pour ça qu'elle fait peur à tout le monde. L'importance de réagir très rapidement, on se rend compte qu'on... Quand tu as fait une erreur. Ouais. Quand tu as fait une erreur. Et moi, j'ai fait plein d'erreurs où je n'ai pas réussi rapidement. Donc, je me suis retourné en crise, je me suis retourné en échec. Et puis, 2-3 fois dans ma carrière, je me suis retrouvé face à un mur en disant, putain, pourquoi j'ai pas écouté tous ces signes avant, quoi. Pourquoi j'ai pas écouté tous ces signes avant? La perception de l'échec en Suisse, elle est différente que dans d'autres pays, hein, selon toi? Il y a un sort de tabou à l'échec? Oui. Dans l'entrepreneuriat, oui. Dans l'entrepreneuriat, si tu te plantes une fois, et même si tu te plantes pas big time, pour pouvoir relancer un business et trouver les investisseurs et trouver les gens, ça te poursuit. Aux États-Unis, parce qu'on parle souvent de ça, aux États-Unis, quand tu vas lever des fonds pour une start-up, l'investisseur qui est en face de toi, sa première question, ça veut dire qu'est-ce que vous avez fait avant. Et si tu lui dis que tu as 40 ans et que tu as un parcours sans faute et que tout ce que tu as fait avant, tu as réussi, il va dire je ne mets pas un rond chez toi. Parce que statistiquement, ça va tomber chez moi. Oui, la notion est différente. Et puis, il y a aussi quelque chose où il fait très, très objectif, c'est qu'on dit toujours l'échec, c'est formateur, c'est bien de vivre des échecs pour pouvoir, on peut pas réussir, pour rebondir, etc. Moi, j'ai vécu les deux. Et je peux t'assurer que c'est beaucoup plus facile et agréable de rebondir sur un succès que sur un échec, quoi. Hein? Ça, il n'y a rien à dire. Ça doit être un processus de résilience qui fait qu'on dit que l'échec est... Mais l'échec, qu'il soit personnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit sportif, etc., c'est dur. Moi, j'ai quelques amis, enfin un ami en particulier, qui est Stan Wawrinka, qui est un joueur de tennis, bien évidemment. Mais lui me dit, sa vie, c'est des échecs. Il est en échec tous les jours. Il est en échec tous les jours. Combien de fois il gagne la première place? Combien de fois il gagne le premier prix? 10 fois, 15 fois, 20 fois dans une carrière. C'est une bagarre. Bon, overall, c'est quand même une belle carrière. Bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ton parcours n'est pas terminé, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est du haut de tes 60 piges. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce que tu as fait depuis l'âge de 16 ans? Mais ça, tu vois, maintenant, avec le recul que tu as aussi, et peut-être avec la nouvelle philosophie que tu as, là où tu te dis, putain, Patrick, t'es bien là. Je me le dis pas, j'ai pas fini de monter. Arrête. Non, j'ai pas fini de. I didn't end up to climb. Non, je sais, mais jusqu'à maintenant. Non, de quoi je suis fier? Ouais. Principalement. Non, je suis fier. Ça peut être de donner. Non, je suis fier de la personne que je suis devenue over time. Okay. Parce qu'à 25 ans ou à 30 ans, quand j'ai 25 ans, 26 ans, quand je me suis mis à mon compte, hein, j'étais employed avant d'être self-employed, et puis maintenant je suis plutôt business owner. Ouais. Puis un jour, je vais me retirer, je serai investisseur, hein, c'est un peu le cycle. Il y a 20 ou 30 ans, j'étais tyrannique. J'étais arrogant, j'étais il y a combien de temps, tu dis? Je sais pas, jusqu'à une quinzaine d'années. Ah ouais. Il y a une quinzaine d'années, j'étais encore comme ça. C'est-à-dire, j'allais dire des faibles, mais c'est faux. J'avais une direction générale qui était faible. J'avais... Enfin, je vais pas dire ça. J'avais autour de moi... Des gens que tu attirais? Ouais, les gens qui m'arrangeaient. Non, tu attires ton miroir, hein. Tu te sens bien avec ton miroir. Okay. Hein, on est tous dans le miroir l'un de l'autre. Ouais. Si je te dis t'es con, en fait ce que je dis c'est que je suis con. L'être humain ne parle que de soi. Si je dis, je sais pas, prends n'importe quelle situation. La dernière fois que tu as fait une critique sur quelqu'un ou que quelqu'un t'a critiqué, tu verras que tu as parlé pas de la personne ou la personne n'a pas parlé de toi, elle a parlé d'elle-même. Je regarderai, je ferai l'expérience, j'analyserai. Non, j'avais que des exécutants. C'est-à-dire que j'étais le capitaine du bateau.
Du reste, dans une séance de coaching, il y avait un truc comme ça, parce que je suis passé par les crises de croissance, mais ça a été tellement vite. On est passé une année, on est passé de 15 à 150 employés, et l'année d'après 300. Donc, il y a des problèmes de croissance. Donc, moi, je n'avais pas le temps de faire des séances à brainstormer. Je disais aux gens, on va dans cette direction. Ouais. Et c'était pas... Ce qui est compréhensible aussi. Et c'était pas forcément les bonnes directions, mais j'avais que les bons exécutants. Et ça suivait, ça suivait. Mais une tolérance zéro par rapport à une tolérance zéro. Donc, une tolérance zéro, c'est-à-dire que je gueulais sur les gens, j'étais cassant, j'étais méchant, j'avais pas un jour ou pas une semaine où j'avais pas 3 personnes qui pleuraient dans mon bureau, j'en suis pas fier. Hein. Mais à force d'évoluer, à force d'évoluer, c'est mon évolution personnelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça vient pas quand même comme ça. Non. Il y a eu un travail, que ce soit, je sais pas, de méditation, quelque chose qui t'a ouvert quand même, non? Ouais, c'est-à-dire que l'épreuve qui a été des crises qui sont devenues épreuves et qui se sont transformées en échecs, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu un, c'est mon divorce. Et là, je suis passé dans mon divorce, même si c'était moi qui ai initié le changement, je suis passé dans une machine à laver qui a duré 1 an. Et où je me suis retrouvé, malgré qui j'étais, malgré ce que j'avais fait, malgré la famille que j'avais créée, des enfants, etc. Donc, beaucoup de choses allaient très bien, mais je suis passé dans une machine à laver que je n'imaginais pas. Plein de remises en question. Non, mais c'était d'une violence absolument terrible, mais c'était une violence pour moi. Ouais. Et d'autres le vivent beaucoup plus simplement. Hein. Ouais. Moi, j'ai des copains qui font, et puis ils font un... Ouais, c'est encore ce qu'ils disent. Non, mais ils font un business plan, ils disent les plus, les moins, et puis ensuite c'est plan d'action, point 1, point 2, point 3, point 4, et pof, ils partent dans leur nouvelle vie, et c'est bien, et puis ils ont pas... Voilà, moi je suis pas comme ça. Et donc là, il y a eu une remise, là je suis vraiment descendu très, très bas. Et dans les doutes, dans les peurs, dans l'angoisse, dans tout. Et là, ça a été... Là, il y a eu un énorme nettoyage, mais... un énorme nettoyage socio-professionnel. Ça a correspondu à l'année à laquelle j'ai vendu un certain nombre de sociétés, j'ai vendu toutes mes agences immobilières, etc. Une activité que j'aimais pas, dans laquelle j'étais rentré pour de mauvaises raisons. Dans un écosystème qui me ressemblait pas, sans jugement de valeur. Hein. Peut-être sur un niveau vibratoire différent à quelques exceptions près bien entendu des interlocuteurs que j'avais, et je pense que ça a été un point dans la gueule qui m'a vraiment, et à partir de là, et bien évidemment grâce à l'énergie de ma femme, de ma seconde femme, je me suis élevé. Voilà, je me suis élevé. Donc ça rejoint la fameuse théorie qu'une fois qu'on perd beaucoup de choses, ou qu'on a l'impression de toucher le fond, c'est là qu'on rebondit, vraiment. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que il faut... un alcoolique ne décide pas d'en sortir tant qu'il n'a pas touché le fond. Un drogué, probablement pas non plus. Voilà. Je pense qu'il faut un gros choc pour faire des changements. Comment ça se fait que l'être humain n'est pas capable de réagir? C'est l'histoire tu peux prendre comme métaphore une très jolie histoire, c'est l'histoire de la chenille et du papillon. Que je connais pas. La chenille, la chenille, c'est quelque chose qui est pas très esthétique. On n'a pas... Ça dépend lesquels. Hein. En général, la chenille, c'est un truc poilu qui rampe et qui fait peur à plein de gens. Ouais. Hein, tu verras plein de gens qui disent chenille, ils ont absolument peur. Et qui rampe et puis qui vit, je ne sais pas exactement combien, mais qui vit des mois et des mois. Faisons chemin et dans l'apparence qu'elle a. Et cette chenille, à un moment donné, va créer autour d'elle un cocon qui s'appelle la un truc comme ça. On va dire un cocon. Un cocon dans lequel elle va se transformer en papillon. Un papillon qui va vivre 24 heures. Donc tu as un truc rampant, dégueulasse, plein de poils qui fait peur à 90% des gens.
Mais je ne sais pas si tu as des enfants, mets dans la chambre de... moi, je me mets dans la chambre de ta fille de 12 ans. Hein. Mets sur son lit une chenille. Tu vas entendre des cris. Hein. Tu mets un papillon, il n'y aura absolument rien. Et donc cette horrible chenille va se mettre dans un cocon dans le but... Une énorme chenille qui aura vécu, on va dire, un truc 1 an ou 6 mois, va se mettre dans un cocon pour se transformer en papillon, probablement sans aucun doute une des plus belles choses qui existent, des plus beaux êtres vivants qui existent, qui va vivre 24 heures. Dans ce cocon, l'animal va produire le plus gros effort de sa vie, mais un effort surhumain qui va la faire souffrir de manière absolument phénoménale. C'est vrai, ça? Parce que j'aurais pas demandé, mais j'ai lu. Et je crois tout ce qui est écrit, c'est ça. Dans ce phénomène de transformation, elle va se transformer à un moment donné comme papillon. Et à un moment donné, elle va devoir utiliser la force de ses bras, de ses ailes, pour casser ce cocon. Et ça, c'est un effort absolument phénoménal. D'accord. Maintenant, si tu veux soulager cet animal qui est dedans, qui est en stade de transformation, comme l'être humain peut l'être dans ce degré, et que tu vas avec un cutter, et que tu coupes le cocon pour la soulager, pour soulager cet effort de cette pauvre bête, qu'est-ce que va faire le papillon? Il va déployer ses ailes, il va tomber au sol et mourir instantanément. Parce qu'il n'aura pas fait assez de muscles. Ses ailes ne seront pas assez musclées pour pouvoir voler. Ah, c'est une jolie métaphore. Donc voilà, ça représente exactement ce que... Ça veut dire qu'on n'a pas de beauté globale sans souffrance, quoi. C'est dur. Pour rester en forme, il faut courir, c'est chiant. Ouais. Faire du sport, c'est chiant. Tu dois faire des efforts. Tu dois tu peux pas tu peux pas atteindre un objectif sans effort. Sans gagner, quoi. Sans effort. Ouais. Qu'est-ce qui te rend, Patrick, qu'est-ce qui te rend le plus... qu'est-ce que tu aimes le moins chez l'être humain? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez l'être humain? Dans la nature humaine, tu sais? Il y a des choses qui t'horrifient, que tu détestes chez l'être humain. Qui est dans sa nature, hein, la plupart des gens, de tout le monde. Alors, pendant très longtemps, oui. Oui, alors il y a des choses fondamentales que j'aime pas. Il y a des gens... la malhonnêteté, la malhonnêteté au sens large du terme. Hein, ça peut être, donc la malhonnêteté, ça peut être la mauvaise foi, ça peut être le vol, ça peut être la malhonnêteté. Je supporte pas la malhonnêteté. Je supporte pas la malhonnêteté. Et puis j'ai de la peine avec les gens qui sont... J'ai de la peine avec les gens qui sont... Avec 2 types de personnes. C'est des gens qui sont trop dans le noir. Trop dans le noir. Et puis avec des gens qui sont pas intelligents. Ça, j'ai beaucoup de peine avec ça. J'ai beaucoup de peine. Mais j'ai arrêté, et ça c'est aussi une partie de ce... pour moi, la vie c'est phénoménal, parce que c'est, pour moi, c'est un plaisir, parce que c'est un parcours initiatique. Parce que quand je dis, mon but est d'élever des gens, je parle de moi, hein, comme je te disais avant. Mon but est de m'élever moi. L'être humain ne parle que de lui-même. Mais dans cette vie, je ne sais plus ce que je voulais dire sur le coup. Des choses que tu n'aimes pas de la malhonnêteté. Non, j'ai arrêté de juger les gens. C'est-à-dire que j'ai autour de moi... Mais c'est possible ça, Patrick, sincèrement. Oui, j'ai arrêté de juger. De temps en temps, je dois me reprendre parce que j'ai de la peine. Mais d'abord, j'ai arrêté de juger les gens parce qu'en fait, on est tous... La manière dont on est, égocentré, gossip, radin, méchant, enfin tout ça, quoi que ce soit, ou la manière dont on est, c'est-à-dire j'ai donné quelques caractéristiques, mais ça peut être alcoolique, ça peut être addict du sexe, ça peut être obèse, ça peut être dans problème alimentaire, etc. Les choses, tout ce qui pourrait me déranger,
je ne le juge plus parce que je me dis que ce n'est que le résultat. De quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais, mais mes observations, c'est les observations sur les gens qui pourraient amener des critiques. Je me dis que ce n'est que le résultat. De quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais, mais mes observations, c'est les observations sur les gens qui pourraient amener des critiques. Moi, je ne les critique pas, ou j'essaye de ne pas les critiquer, parce que c'est la conséquence directe de l'équilibre de la personne. C'est-à-dire que pour trouver son équilibre, certains doivent picoler, et d'autres doivent faire du porn, et d'autres doivent manger beaucoup, ou d'autres doivent faire des... C'est un moyen d'exprimer un manque ou quelque chose, c'est ça en fait. C'est très personnel. Ouais. Et donc, qui suis-je pour juger l'équilibre que va avoir une personne à un moment T, et qui va en fait lui donner, qui va être représenté par certaines manières d'être, qui pourraient m'amener à un jugement. Donc alors j'accepte, je critique plus, simplement, je pense qu'on simplement si ça me gêne, je vois plus les gens. Oui. Et il y a des gens comme ça dans ma vie, sans conflit. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit on aimerait vous inviter. Je dis une fois non, on est pris. Une deuxième fois, ah oui, il faut que je regarde. Et puis je rappelle pas. Puis la personne insiste. Une troisième fois. Puis je dis non, là on est en vacances, là on est en truc. Tu sais, j'ai un agenda, machin, etc. Et puis pour finir, la personne dit mais écoutez, on va faire différemment. Donne-moi une date et même si c'est très loin, et puis on fait un dîner autour de vous. Et là j'ai dit, écoute, c'est la 6e fois que tu proposes, t'as pas compris que j'ai pas envie de te voir. Donc je l'ai dit une fois, mais ça a fait beaucoup de bien en fait. Mais tu sais, c'est comme moi je l'ai pas fait, Léla l'a fait, ma femme. C'est quand on est dans une soirée chez nous, si c'est une soirée qui se prolonge, si elle est fatiguée. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, si on est fatigué pendant une soirée, et puis que toi, tu la prolonges, ou que moi, je la prolonge, généralement, c'est plutôt moi qui vais la prolonger. Mais je dis, si t'en as marre, tu vas te coucher. Tant pis, c'est pas grave. Absolument. Tu vas pas rester là, t'épuiser. C'est pas poli, tant pis, les gens viendront plus. Donc, en fait, j'essaye d'arrêter de juger. J'essaie d'arrêter de juger. Si l'apparence de quelqu'un me dérange trop, parce que ça sent trop mauvais, parce que quand je lui serre la main, ça, même si je me lave les mains, j'en ai pour 3 semaines. S'il y a des choses comme ça, je vais éviter. Essayer de juger les actions, mais pas forcément les personnes, c'est aussi quelque chose. Ouais, et puis les gens sur des niveaux vibratoires mauvais, les gens qui sont là justement, c'est les niveaux vibratoires négatifs. Je veux pas. Ouais, c'est sage et c'est sain, quoi. Ouais. Dernière question, Patrick. Est-ce que si tu as un conseil à donner, tu sais que l'entrepreneuriat, qui est devenu presque une mode aujourd'hui, parce que depuis le Covid, les gens cherchent de plus en plus de sens à ce qu'ils font, et je trouve que c'est extrêmement sain. Ce qui est peut-être des fois un peu moins sain, c'est qu'on pense que l'entrepreneuriat, on est entrepreneur comme ça rapidement, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Il y a une très belle facette à ça. Il y a une facette un peu plus critique. Mais pour donner à tous ces gens qui se lancent, etc., des conseils, après ta carrière qui est même pas à la moitié, mais qui a déjà bien avancé, tu donnerais quoi comme conseil aux gens qui écoutent? Bon, d'abord, j'ai un constat en relation avec cette question, c'est que quand moi je me suis lancé comme entrepreneur, c'était pas vraiment mon cas à moi, mais quand moi j'avais 25 ans, on devenait entrepreneur par non-choix, de manière générale. Aujourd'hui, on devient entrepreneur par choix. On devenait entrepreneur par non-choix parce qu'on n'avait pas les diplômes suffisants pour entrer dans une boîte ou pour évoluer dans une boîte. À un moment donné, on a été bloqué. Ou parce qu'on devait reprendre une boîte familiale, ou parce qu'il y avait tellement d'attentes qui étaient mises sur les enfants de la part des parents, souvent pour faire le métier que les parents avaient fait ou rêvaient de faire. Tu deviendras médecin, mon fils, tu deviendras pilote, tu deviendras, enfin, tous ces différents jobs. Donc on devenait entrepreneur par non-choix. Aujourd'hui, on devient entrepreneur par choix. Et si j'ai un conseil à donner, d'abord il faut, si on se sent entrepreneur, si on se sent entrepreneur, il faut le faire. Mais il faut être conscient que l'entrepreneur dort mal, travaille énormément, gagne peu et
et risque de se planter. Et en fait, si on n'est pas prêt à supporter, alors je dirais des choses, pour pouvoir supporter tout ça, gagner peu, dormir peu, accepter d'avoir peur, accepter de supporter l'angoisse, il faut être jeune. Ah, ouais. Il faut être jeune. Ouais. Parce que il faut se lancer entrepreneur à 18 ans ou 20 ans. Moi, je dis même plus tôt. Pour moi, je fais une parenthèse, le système scolaire est absolument pas adapté dans le monde dans lequel on vit. Les écoliers, les étudiants étudient avec les mêmes livres qu'il y a 50 ans. On avait un apprenti, le dernier qu'on a eu un jour m'a montré en 3e année ou 2e année les bouquins qu'il avait. Certains des bouquins, c'était les mêmes que moi à 16 ans, quoi. Et alors, certains noms ont changé, ça s'appelle plus comptabilité, mais ça s'appelle je sais plus quoi. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est dire, n'ayez pas peur, à tout le monde, n'ayez pas peur de devenir entrepreneur, parce que vous l'êtes tous déjà. Dans la vie. Ouais. Vous l'êtes tous déjà. Et ça, c'est une fausse croyance que j'ai eue pendant très longtemps. Je ne sais pas si tu as entendu mes interventions à ce sujet-là, mais c'est une fausse croyance qu'on a eue, c'est que moi-même j'ai eu pendant très longtemps, c'était de dire, il y a des entrepreneurs, ils ont un ADN d'entrepreneur, puis il y a des employés qui ont un ADN d'employé. Et employé, même CEO d'une multinationale. Hein. En fait, c'est complètement faux. On est entrepreneur de manière innée, on est entrepreneur. Tu mets un enfant de 2 ans dans un salon, ou 3 ans dans un salon un dimanche matin, il te démonte les coussins et te construit une cabane. Tu le mets sur une plage, il est entrepreneur même au sens figuré, on sent un château de sable, il est devant des Legos, devant des mécanos, devant des machins, il est entrepreneur. Et cet enfant qui est entrepreneur, qui arrive à trouver des solutions incroyables pour résoudre des problèmes, qui est dans la recherche d'équilibre physique pour passer de la situation couchée, assise et debout, qui fait des chutes incroyables en passant à 1 cm de la table ou de la mort 10 fois durant sa vie. Hein, il est vachement entrepreneur, il sait faire des pivots, il sait gérer. Et ben, cet enfant entrepreneur qui teste tout un tas de formules en permanence pour marcher plus vite, pour courir, pour se tenir debout, pour trouver une boîte de médicaments sécurisée, essayer de l'ouvrir, enfin c'est des enfants quoi. Et cet enfant entrepreneur, dont nous avons tous été entrepreneurs, à un moment donné, quand il rentre dans le système, et le premier système s'appelle le système scolaire. Ouais. Bon, déjà éducatif avant. Ouais, mais parental, ouais, les limites que mettent les parents, qui eux sont ou étaient souvent issus d'un système, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs. Mais et donc l'enfant va rentrer dans le système, ce premier système éducatif, le système scolaire. Et puis en fait, c'est assez extraordinaire parce que, regarde, l'enfant à l'âge de 2 ans, il commence, on le met dans une école, qui est un cube, qui est une boîte. Donc on le met dans une boîte. Et puis, on dit, dans cette boîte, tu vas apprendre des choses. Donc il va faire tout son écolage pendant 25 ans. D'abord, il va être dans une petite boîte, le jardin d'enfants, ensuite il va être dans une école, une boîte moyenne, ensuite il va aller dans une boîte à bac, ensuite il va aller dans l'uni, donc le bac de sable devient un peu plus grand, puis quand il aura terminé l'uni ou il aura fait un apprentissage, il va dire maintenant je vais travailler dans une petite boîte ou dans une grande boîte. Et puis à 65 ans, on dit maintenant on va te mettre dans une boîte à vieux. Hein, et puis après c'est la boîte en bois. Hein. Non mais c'est ça. C'est ça, sors de ta boîte. Refuse de rentrer dans une boîte. Le système veut te mettre dans une boîte. Ouais. Parce que s'il te met dans une boîte, tu as des bons soldats dans ce système capitaliste d'État où en fait, on veut faire croire aux gens qui sont riches et qui sont dans de bonnes situations. Non, ils sont dans une boîte. Mais ce serait tellement dangereux pour une société. On donne l'impression aux gens d'avoir des moyens parce que ils ont quoi? Ils bossent pour quoi les gens? Le 90% des gens. Je crois que le 70% des gens ne sont pas contents de leur job. Mais les gens bossent pour quoi? Ils bossent pour quoi? Pour le week-end, pour les vacances et pour la retraite. C'est moi ça. Donc, triste, hein. Tu les mets dans une boîte dans le but de ça. Et l'autorité aime bien avoir des gens dans une boîte parce que tu contrôles les foules. Les gens qui ne sont pas dans les boîtes, c'est les gilets jaunes. Ça on n'aime pas. Mais donc on met les gens. Alors, il faut refuser d'être dans une boîte. Tout ça pour dire que
tout ça pour dire que Il faut oser. À 20 ans, on n'a rien à perdre. Ouais. À 20 ans, tu fais quoi? À 20 ans, tu peux être encore chez tes parents, tu peux être encore en coloc, tu peux être en coloc. Si tu n'es pas trop con, tu as fait des économies les années d'avant pour avoir un tout petit peu de réserve. Ouais. Aujourd'hui, plus personne rêve d'avoir une Rolex et une Golf et une bagnole. Je veux dire une Golf GTI à l'époque, mais tout le monde s'en fout de ça. La nouvelle génération, ils n'ont plus de bagnole. Ouais. Ils habitent en coloc ou avec les parents. On n'a pas besoin de s'acheter des costumes pour aller travailler, donc tu peux avoir une paire de baskets, deux jeans et 3 t-shirts. Et tu peux partir. Donc tout coûte moins cher. Donc t'as rien à perdre. Ouais. T'as rien à perdre. Et tu peux travailler des heures. T'es pas marié, t'as pas d'enfant. Tu peux dormir dans ton bureau pour bosser tout le temps, même si tu travailles en cas d'insomnie. T'as rien à perdre. Ouais. T'as rien à perdre. Après, quand t'as 25, 30 ans, il se passe quoi? C'est que tu Bah, t'as une zone de confort où tout d'un coup, tu as peur de perdre des choses que tu as acquis. Tu es déjà marié, tu es déjà en couple. Ouais, bon, ça dépend, ouais. Ouais, disons 25, 30 ans, je vais un peu autour de moi. Tu es à 30 ans, Ouais. 28 ans, tu es en couple. Donc tu as travaillé 10 ans ou 7, 8 ans dans une banque, tu as appris ailleurs des choses, tu as bien entendu appris. Tu dis, je vais me mettre à mon compte. Tu vas avoir un peu plus peur qu'à 20 ans, donc tu vas t'associer. Ouais. Donc tu vas prendre 1 ou 2 associés. Ouais. Donc déjà, tu vas devoir faire un effort énorme Ouais. pour qu'un tiers de la richesse, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres actionnaires qui rentrent. Puis ensuite, quand tu vas faire ton business plan, et quand tu feras ta projection de rentabilité dans ton compte d'exploitation prévisionnelle, ben à 30 ans, dans le plan d'exploitation dans le plan d'exploitation du projet prévisionnel, à 20 ans, il n'y a même pas de ligne salaire. Ouais, c'est clair. Et puis à 30 ans, la première ligne, c'est salaire. Donc on vient lever des fonds, on vient lever 1 million pour les 3 prochaines années. Ouais. Il y a 400 000 balles de salaire. Il y a que 600 000 balles pour le projet. Attends, c'est possible. C'est juste. Hein? C'est juste, Donc à tous ces gens, oui, mettez-vous à votre compte. Ouais. C'est tellement agréable d'être indépendant, de pouvoir décider de sa vie, de faire le choix de sa vie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on est face à, et je suis pas le vieux con qui dit à l'époque, hein, de mon temps, mais quand même, de mon temps. non, dans le monde dans lequel on est. Alors oui, de mon temps, on va dire, de mon temps. Ouais. Moi, j'ai été éduqué en me disant, tu pourras toujours t'appuyer sur 3 piliers fondamentaux. 1, ton employeur. Tu rentres dans la boîte et si tu fais pas le con, ton employeur, il te gardera toute ta vie. On a changé. 2, le deuxième pilier sur lequel tu peux t'appuyer, c'est sur l'État. Si un jour tu es vraiment dans la merde, l'État sera là pour te donner un coup de main. Le 3, et y compris en termes de sécurité. Et le troisième pilier sur lequel tu peux t'appuyer, c'est la famille. Ta famille sera ultimement là pour t'aider. Aujourd'hui, tu peux plus t'appuyer sur un employeur, parce qu'il a des actionnaires qui veulent que de la rentabilité. Ouais. Tu peux plus t'appuyer sur l'État qui a plus une thune. Alors ici en Suisse, dans notre petit coffre-fort d'Europe, là ça va bien encore. Mais regarde ce qu'il y a autour de nous. L'État est ruiné. L'État est endetté, l'État, etc. Et puis tu peux plus t'appuyer sur ta famille parce que tes parents qui vivaient jusqu'à 65 ans avant, ils vivent jusqu'à 100 ans ou à 90 ans. Et ils n'ont pas cotisé à la LPP, machin. Donc Donc tu peux plus t'appuyer, ils n'ont pas la même prévoyance. Tu peux plus t'appuyer sur. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de devenir entrepreneur de toi-même. Et l'étape d'après, c'est pour être entrepreneur de toi-même. Oui, tu peux l'être dans l'entreprise, mais l'entreprise, c'est la boîte et on va te remettre. Les grosses boîtes, elles disent on veut des gens qui soient entrepreneurs. Non, ils veulent pas des gens qui sont entrepreneurs. On veut des soldats qui exécutent, qui sont le maillon d'une chaîne. Et voilà. Donc oui, lancez-vous tôt, soyez entrepreneurs de vous-même, hein, aux jeunes ceux qui veulent se lancer. Soyez entrepreneurs de vous-même. Prenez votre destin en main pour pas le subir, pour le décider. Tout ça, ça a un prix. Mais
mais je pense qu'en fonctionnant de cette manière-là, on a plus de chances de réussir sa vie que dans la vie, mais on sera mieux ultimement. On n'a pas beaucoup parlé business, de tes différentes affaires, etc. On aura peut-être l'occasion. Quand tu veux. Mais je crois qu'on a vraiment parlé de choses fondamentales. Merci beaucoup pour ta passion et ton énergie. C'était vraiment enrichissant. Je t'en prie. Merci pour ton temps. Merci, je t'en prie.